Et sur la première, l'armée et son développement en question ce matin, initié dès 2010 avec le rapport sur la politique de sécurité, le développement de l'armée suisse ou DEVA vise à accroître sa disponibilité, à améliorer son instruction et son équipement tout en renforçant son ancrage régional. En principe, ce sera dès 2018. Quelques chiffres aussi à vous donner pour mémoire. L'armée de demain, ce serait un effectif réglementaire réduit à 100 000 hommes, un budget fixé à moyen terme à 5 milliards de francs par année. Un objectif, on s'en doute, qui n'est pas partagé par tous. Il y a notamment les nostalgiques du réduit national qui tentent, visiblement avec peine, qui tentent le référendum contre le projet. Il y a aussi ceux qui rediraient que l'armée ne prenne pas suffisamment en compte, on en parlait il y a 10 minutes, les cybermenaces. Pour en parler, nous recevons ce matin en direct du Palais fédéral le conseiller fédéral UDC Guy Parmelin, chef du département de la défense, de la protection de la population et des sports. Bonjour monsieur le conseiller fédéral. Bonjour monsieur. Et merci d'être avec nous jusqu'à 8h pour parler armée suisse. Et pas seulement, il y aura aussi quelques autres sujets. Cet automne, Guy Parmelin, ce sera en quelque sorte votre baptême du feu en la matière comme conseiller fédéral. Vous allez devoir défendre devant le peuple, faire campagne devant le peuple pour la loi sur le renseignement, combattue par un référendum de gauche. Mais peut-être que vous devrez aussi, qui sait, en parallèle défendre la réforme de l'armée dont je parlais, combattu par un référendum de droite qui n'a pas formellement encore abouti. Qu'espérez-vous? Est-ce que vous espérez peut-être secrètement que le comité référendaire ne parvienne pas à ses fins? Ou au contraire, vous vous dites que ce serait bien, comme ça, il y aurait une sanction populaire? Comment vous vous situez-vous par rapport à ce référendum-là? Écoutez, moi je vais me contenter de prendre acte du résultat. Le résultat devrait tomber le 7. Dans le cas où le référendum aboutit, nous aurons l'occasion d'expliquer en détail la réforme et les avantages de cette réforme à la population. Et je crois que ça sera un débat public extrêmement intéressant. Et puis dans le cas où les référendaires n'obtiennent pas les signatures nécessaires, pour nous, ça nous permettra d'aller beaucoup plus rapidement dans la mise en œuvre de la réforme, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement complexe, qui va s'étaler sur plusieurs années, avec un nouveau chef de l'armée. Il y a, à titre de simple exemple, il faudra modifier 70 ordonnances et ça ne sera pas simple. Donc, dans les deux cas, nous nous adaptons simplement à la situation. Ce serait bon de le faire valider par le peuple, en quelque sorte aussi, qu'il y ait une sanction populaire, je le disais. Ça, ce serait bon pour l'armée, bon pour vous aussi, pour votre crédibilité. Alors, un débat public est toujours sain, permet toujours de mettre toutes les informations nécessaires sur la table. J'ai pas de préférence particulière. Je note simplement que si le référendum devait échouer, ça prouverait que les référendaires n'ont peut-être pas trouvé suffisamment d'arguments pour convaincre la population de demander finalement la possibilité de voter. Mais ça, c'est la démocratie, c'est notre système, et nous faisons avec. Les référendaires, justement, Guy Parmelin, vous les comprenez, malgré tout, ces nostalgiques d'une armée suisse à 650 000 hommes, c'était encore le cas à la fin des années 80, c'est pas si vieux que ça. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent à propos de cette armée? Je crois qu'ils sont sincèrement, je dirais, inquiets de la diminution avant tout des effectifs. C'est des gens qui sont extrêmement sensibles à la sécurité de la Suisse. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec plusieurs de ces personnes. Je crois que c'est la moindre des choses qu'un chef de département de la défense peut faire, c'est d'écouter les différents avis. Simplement, le seul problème qu'il y a, si le référendum, par hypothèse, s'il recueillait les 50 000 signatures et si la population le soutenait, ça veut dire que la réforme serait enterrée. Et avec l'armée que nous avons aujourd'hui, elle est insuffisamment équipée, elle a des difficultés, et je crois que c'est justement pas le but des référendaires. S'ils voulaient avoir un grand débat avec, par exemple, une armée à 200 000 hommes ou 250 000 hommes et plus de moyens, c'est une initiative populaire qu'il faudrait lancer, pas un référendum. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de clarté parce que les officiers ne sont pas tous d'accord? On a d'un côté Giardino et Pro Militia qui combattent le DEVA, c'est ceux que je désignais comme étant nostalgiques de l'armée de grand-papa, puis on a de l'autre côté la Société suisse des officiers qui soutient la réforme. Est-ce qu'on ne perd pas un peu en clarté là? Je ne sais pas si on perd en clarté. Encore une fois, nous avons une armée de milices, nous avons des citoyens, chacun se fait son opinion. Cette réforme, vous l'avez dit en préambule, elle a duré avec les débats parlementaires environ 5 années. Donc chacun a eu l'occasion de s'exprimer, de faire valoir son point de vue, d'essayer d'influencer le Parlement. C'est un compromis, mais je dois vous dire qu'il est largement soutenu par toute la hiérarchie militaire actuelle. Et les officiers, les militaires avec qui je peux discuter,
les officiers supérieurs n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir qu'on appuie sur le bouton pour pouvoir commencer à mettre en œuvre cette réforme. Et surtout, la mise en œuvre sera extrêmement délicate. Il faudra que ça soit efficace. On a une décentralisation, une meilleure occupation du terrain. Ça doit nous permettre de mobiliser 35 000 militaires en 10 jours. C'est pas des choses si faciles que ça à mettre en œuvre, sans oublier une meilleure formation pour tout le monde. Ce sont quand même des atouts considérables. Tous les officiers supérieurs sont comme un seul homme pour cette réforme, ou il y a quand même une fronde interne de quelques officiers traditionnalistes? Est-ce que vous la craignez, cette fronde, Guy Parmelin? Non, je ne la crains pas. C'est fort probable qu'il y a des officiers au fond d'eux-mêmes qui auraient aimé plus ou qui auraient aimé des choses différentes. Mais encore une fois, nous sommes dans un pays où nous avons une décision politique. Nous avons cette décision. Nous avons aussi, le Parlement l'a plusieurs fois confirmé, la volonté de financer cette réforme. Et je crois que maintenant, il faut prendre acte de ceci, aller de l'avant. Si certains sont mécontents ou estiment que c'est insuffisant, ils pourront toujours venir soit par la voie parlementaire, soit par le biais d'une initiative populaire pour demander et proposer d'autres dossiers, d'autres façons de procéder. Et il y aura à ce moment-là un nouveau débat devant le Parlement, voire une nouvelle décision populaire. Mais pour le moment, ce qui nous importe, c'est d'essayer de mettre en œuvre cette réforme le plus rapidement possible. Bon, a priori, c'est pas au niveau du Parlement que viendra la fronde. La classe politique est majoritairement favorable à l'armée, à tel point que votre département a été épargné par les mesures d'économie. C'est juste qu'il n'y ait pas symétrie des sacrifices, on préserve l'armée au détriment d'autres choses, par exemple l'aide au développement. Vous trouvez ça juste ? Écoutez, je crois que c'est pas totalement exact ce que vous dites. Premièrement, sur le programme de stabilisation, l'armée va devoir aussi se voir amputée de 130 millions. Elle est épargnée pour les années suivantes. Mais je vous rappelle que toutes ces dernières années, si vous comparez les dépenses faites dans les différents départements, l'armée n'a cessé de perdre des moyens financiers. Et les réformes précédentes, c'est pas moi qui le dis, je n'étais pas, mais toutes ont échoué ou posent des problèmes parce qu'on n'a pas accordé les moyens financiers pour les mettre en œuvre. Et c'est ce que le Parlement, dans sa majorité actuelle, souhaite éviter. Maintenant, vous le savez, chaque année, vous avez le budget, et c'est par le budget que finalement le Parlement décide comment il alloue les crédits aux uns et aux autres. Baisser le budget de l'aide au développement, est-ce que c'est une bonne mesure politique, Guy Parmelin ? Alors, le budget d'aide au développement a été augmenté régulièrement ces dernières années. C'est une décision politique que le Parlement va prendre ou a pris. Vous savez que nous avons un programme de stabilisation qui doit être mis en œuvre, peut-être même un deuxième. Et pas plus tard que la semaine passée, en matière de personnel, tous les départements ont dû être traités de manière parfois différente. Vous avez des départements comme le département de mon collègue Berset qui a ce qu'on appelle beaucoup de dépenses liées. Il y a une loi qui est peu touché par ces mesures d'économie. Et puis vous avez d'autres départements, comme le département de l'économie, des infrastructures, ou mon département, où on a peu de dépenses fortement liées. Et là, vous passez à la caisse et au sacrifice. Et pour le département de la Défense, les décisions du Conseil fédéral en matière de personnel, c'était quand même 4,1 millions. On va parler de cybersécurité dans un instant, mais quand même sur le profil du successeur d'André Blattman. Lui va aller jusqu'au 31 mars 2017. Et donc le profil de son successeur qui va devoir, le cas échéant, conduire cette réforme de l'armée. Lequel est-il, ce profil, à défaut de nom? Parce que j'imagine que vous n'avez pas de nom, mais quel profil faut-il pour remplacer André Blattman? Alors, écoutez, premièrement, M. Blattman, c'est juste, il va jusqu'au 31 mars, mais dès le 1er janvier 2017, c'est le nouveau chef de l'armée qui sera en fonction. Le profil, il va être déterminé par une commission de désignation, ce qu'on appelle en bon français une Findungskommission, qui va me faire des propositions, qui va fixer le profil qu'elle estime nécessaire, elle va procéder à l'audition de différents candidats, elle va me faire des propositions. Ensuite, je vais, sur la base de ces propositions, auditionner aussi les personnes qui auront été retenues et faire une proposition au Conseil fédéral. Il était normal que nous changions le chef de l'armée à ce moment-là, tout simplement parce que le projet de développement de l'armée va durer pour sa mise en œuvre depuis le 1er janvier 2018, environ 3 ans. Et c'est logique que ça soit un nouveau chef de l'armée qui suive cette mise en œuvre de A à Z.
Un roman, ce serait une bonne chose. Vous allez pousser pour qu'il y ait un roman? Écoutez, je prendrai parmi les propositions qui me sont faites, une proposition que je soumettrai au Conseil fédéral. J'ai pour habitude de choisir celui ou celle que j'estime le plus apte à occuper le poste en fonction de ses capacités, le sexe et puis la particularité linguistique ne viennent pour moi qu'en deuxième position. Mais il est clair que si c'est un roman que j'estime le meilleur, c'est lui qui sera désigné. De même que si c'est un italophone, par hypothèse. Alors, la cybersécurité, Guy Parmelin, c'est un enjeu majeur. On en parlait il y a quelques minutes avec Dominique Chauffat. Alors, si vous devez d'un côté faire face aux nostalgiques de l'armée de grand-papa, il y a de l'autre bord les geeks, les fanas de technologie qui ne pensent que par la guerre digitalisée, les enjeux numériques, la cybersécurité. Est-ce que c'est un enjeu sous-estimé à Berne, la cybersécurité ? Je ne sais pas si c'est un enjeu sous-estimé, mais je crois que c'est vraiment un enjeu de premier plan. Depuis mon entrée en fonction, j'ai participé à plusieurs conférences sur la sécurité, la dernière à Singapour, et c'était un des thèmes centraux. Et nous avons pu voir avec l'attaque contre l'entreprise RUAG que personne n'est à l'abri, ni la Confédération, ni les entreprises qui lui appartiennent, mais ni les entreprises publiques stratégiques. Et je crois que cette année, précisément, le Conseil fédéral doit revoir sa stratégie en matière de cybersécurité et nous n'avons pas attendu pour faire nos réflexions et puis aller de l'avant de façon à nous améliorer et à permettre de répondre aux défis à venir. Et là où il faut relever quelque chose de vraiment important, c'est que l'évolution est foudroyante en la matière. Très rapidement, la technologie se développe, les risques augmentent et c'est toujours plus difficile de répondre à tous les risques. Mais nous prenons les mesures à tous les niveaux, au niveau de la Confédération et naturellement aussi au niveau du département de la Défense pour tenter de faire face au mieux à ces nouveaux défis. On entendait tout à l'heure une série d'experts, notamment un général français, nous dire que la Suisse avait un problème d'organisation avec d'un côté les moyens qui sont alloués à cette cyberdéfense sous votre responsabilité, Guy Parmelin, puis d'un autre côté les décisions politiques, l'emploi de ces ressources qui sont sous le département fédéral des Finances. Comment expliquer une telle séparation des pouvoirs? Est-ce qu'elle n'est pas néfaste en la matière? Alors c'est une analyse que nous devons effectivement faire sans tabou. C'est quelque chose d'historique. C'est effectivement le département de la Défense. À l'époque de ce qu'on m'a expliqué quand je suis arrivé, il y avait une volonté de tout centraliser au département de la Défense. Et puis je suppose que pour des raisons politiques qui aujourd'hui m'échappent, on n'a pas tout concentré au département de la Défense. Et puis on a voulu une vision transversale par l'unité de pilotage informatique de la Confédération. Et c'est effectivement la réalité. Alors actuellement, vous l'avez dit vous-même, comme tout évolue, comme on doit faire face à de nouvelles menaces, qu'on doit privilégier les meilleurs investissements possibles, eh bien, il faut faire cette réflexion, voir s'il faut modifier la structure sans tabou. Et je précise qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, je n'ai pas encore de position définitivement arrêtée, mais c'est une réflexion que le Conseil fédéral va faire. Et indépendamment de celle-ci, le département de la Défense a sa propre réflexion interne et prend les différentes mesures pour améliorer la situation. Certains évoquent le risque de paralysie institutionnelle. Est-ce que ce risque est avéré avec ce système-là où les choses sont divisées? C'est un risque ? Non, je ne crois pas que c'est un risque. On le voit, il y a une évolution aussi dans la perception de ces choses. On a énormément maintenant de demandes d'intervention parlementaire qui sont rédigées pour savoir quelle est la stratégie de la Confédération, quels moyens, comment est-ce qu'on attribue les moyens, etc., etc. On voit qu'au niveau politique, on a pris conscience des défis et des dangers. Et puis on parle beaucoup de digitalisation, on parle beaucoup de technologie. Nous avons naturellement aussi beaucoup de contacts avec les grandes entreprises, avec les hautes écoles aussi, où on doit, au niveau des partenariats, on peut s'améliorer et être meilleur. Mais je rappellerai qu'il reste toujours un facteur extrêmement limitant, ce sont les ressources et c'est l'être humain. Tous les cas où il y a eu des problèmes, une grande partie de ces cas, c'est par des négligences ou des pertes un sentiment de fausse sécurité qui font qu'on a eu des cas qui se sont révélés parfois extrêmement problématiques, pas seulement pour la Confédération, mais dans d'autres pays aussi. Est-ce qu'on pourrait imaginer à terme, et peut-être est-ce que vous souhaitez cela, un véritable département de la cyberdéfense en Suisse, Guy Parmelin ? Non, je crois pas. Je crois que ça n'aurait pas de majorité, premièrement. Mais je crois effectivement que le département de la Défense, du fait qu'il a l'armée, est prédestiné au niveau de l'expertise, entre guillemets. Après, comment ce qu'on peut, au niveau de nos capacités, au niveau de l'efficacité dont on peut faire preuve,
mettre ses compétences à disposition d'autres secteurs de la Confédération, voire au niveau des entreprises d'une manière générale, parce que je crois qu'il faut penser global, ça c'est une réflexion que nous devons avoir. Et nous allons l'avoir tout prochainement, et ça va ces prochaines années être en permanence un sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toujours plus éviter les risques d'attaque? J'ai entendu, je ne sais plus si c'était ce matin ou hier, des spécialistes qui disaient que la Suisse avait vraiment un cœur de compétence et qu'elle pouvait être une cible extrêmement attractive. C'est vrai, mais je crois qu'on n'est encore pas assez sensibilisé aussi dans les milieux civils. Chaque entreprise, y compris une PME, nous avons beaucoup de PME en Suisse, doit se dire qu'elle peut être une cible potentielle et prendre les mesures en conséquence. Et votre département prend langue avec ses PME, avec ses patrons. Ce sont des gens que vous rencontrez pour les sensibiliser à ça, justement? Alors, nous avons des contacts. Le service de renseignement de la Confédération, depuis plusieurs années, essaye de sensibiliser les gens, y compris ceux qui sont au front tous les jours. Et dernièrement, il a émis, et j'invite chaque entrepreneur à aller voir sur le site, un petit film qui montre les risques que peut courir une entreprise quand on cherche à lui voler des informations par la voie cyber. Un autre sujet sur l'armée suisse, avant de passer à quelques articles tirés de la presse, Guy Parmelin, il y a un rapport sur votre bureau d'un groupe de travail qui réfléchit depuis 2 ans à l'avenir du service militaire. Il n'a pas été publié encore, mais on en avait parlé il y a quelques semaines dans les grandes lignes sur notre antenne. Une des variantes, c'est étendre l'obligation de servir aux femmes un peu sur le modèle norvégien. Que pensez-vous de ça? Est-ce que c'est envisageable? Écoutez, j'ai pas de position arrêtée. Vous l'avez dit vous-même, c'est un rapport, il faut être très clair sur les termes, c'est pas un rapport du Conseil fédéral. C'est un rapport qui est destiné au Conseil fédéral, d'un groupe de travail. Le Conseil fédéral avait donné un mandat. Le département de la Défense a mis sur pied ce groupe et ses travaux sont terminés. Le rapport le Conseil fédéral va prendre connaissance de ce rapport et puis ensuite, très certainement, que ce rapport va être soumis aux chambres fédérales. Et après, nous verrons bien ce qui va en ressortir. C'est prématuré de dire tel ou tel domaine est intéressant, il faut aller dans tel ou tel secteur. Je note simplement, en ce qui concerne mon département et le département de la Défense, que ce qui est primordial pour nous, c'est avec la législation et les conditions actuelles, c'est de pouvoir assurer les effectifs de l'armée dans le futur. Et c'est sur cela que nous nous concentrons actuellement. Vous n'avez jamais caché que le DDPS n'était pas votre département de prédilection. Vous avez dû le prendre puisque vous étiez le dernier arrivé au sein du collège, Guy Parmelin. Vous y êtes fait malgré tout après quelques mois, on le disait, au fond vous avez vécu plus de choses en quelques mois qu'un conseiller fédéral durant tout son mandat. Il y a eu évidemment des histoires de terrain agricole, l'affaire Baudeluve, etc. RUAG, vous en parliez. Vous y êtes fait à ce département? Mais bien sûr, c'est passionnant. Et en plus, ce que vous êtes en train de décrire, c'est ce qu'on nomme tout bêtement de la politique. Et il faut faire avec. Non, le département... C'était très concentré là pour vous, hein? Oui, alors naturellement, quand vous arrivez et puis qu'on vous informe un jour qu'on a un problème tel le cas RUAG, et puis que ce problème dure depuis plusieurs mois, voire peut-être au-delà, c'est jamais extrêmement agréable, mais ça veut dire que vous devez prendre des décisions, vous devez donner une direction à suivre, vous devez informer vos collègues et vous devez prendre toutes les mesures possibles pour limiter les dégâts. Et c'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous continuerons à faire. Et pour le département lui-même, avec la réforme arrivée, avec la loi sur le service de renseignement, je crois que c'est pas le travail qui manque. Il y a aussi tout ce qui concerne le sport et la protection de la population. On a tendance à l'oublier un petit peu, mais il y a des synergies entre la protection de la population, les cantons. J'ai beaucoup de contacts avec les cantons, avec des conseillers d'État comme M. Gobi et M. Kayser, qui sont présidents des 2 conférences des directeurs cantonaux de leurs compétences, et nous devons travailler ensemble à différents niveaux pour trouver les meilleures solutions dans l'intérêt général. Les moyens étant limités, tout ce qui peut être fait de synergie doit être exploré, et je dois dire que les contacts avec les cantons de mon côté sont très bons. Naturellement, nous avons de temps en temps des divergences, mais on fait tout pour les aplanir. Et puis en ce qui concerne le sport, le futur du sport, avec la consolidation du secteur jeunesse et sport, c'est aussi des choses qui sont pour le futur essentielles, et le Parlement est extrêmement sensible à cela.